Ça coule de source. C'est une plongée dans tous les savoirs et c'est un podcast du Collège des Humanités réalisé par Anne-Laure Guénac. Avez-vous foi en la science ? C'est une drôle de question qui vient mettre côte à côte science et religion, mais le fait est que de nombreux problèmes scientifiques ont été posés au croisement de la vérité scientifique et des croyances religieuses. C'est le cas notamment de l'atome, dont se sont emparés entre autres les savants protestants en Suisse et plus particulièrement à Genève entre le XVIIe siècle et le XIXe siècle afin de servir leur cause contre les catholiques. C'est un sujet dont s'est emparé Adrien Miqueux. Après ses études en physique à l'EPFL, il est allé à l'UNIL suivre le cours de Jean-François Berthe, professeur à la faculté de théologie et de sciences des religions à l'université de Lausanne. Adrien Miqueux est doctorant donc en histoire des sciences et des religions à l'UNIL. Il nous explique d'abord ce qui fait que l'atome est particulièrement concerné par ces préoccupations à la fois scientifiques et religieuses. Effectivement, atome et religion, c'est deux termes qu'on ne mettrait pas spécialement l'un à côté de l'autre. Ça paraît un peu curieux comme ça, et en fait c'est fondamental dans l'histoire de la pensée occidentale en particulier. En fait, l'atome pose la question de la matière et de l'esprit. Est-ce qu'il n'y a que la matière qui existe dans le monde, ou est-ce qu'il y a également une âme, est-ce qu'il y a d'autres choses transcendantes ? Ce que vont poser, ce que vont stipuler les atomistes antiques, Démocrite en particulier et son maître Leucippe, c'est qu'en fait, il n'y a que de la matière dans le monde. L'âme n'existe pas, ou du moins elle est matérielle, elle est faite elle-même d'atomes. Les dieux sont faits d'atomes, ils sont périssables, etc. Donc, il n'y a pas de Dieu véritablement, il n'y a pas de destin, il n'y a pas de transcendance. Tout est le résultat des interactions de ces petits corpuscules. Donc c'est l'étymologie grecque du mot atome, c'est atomos, qui ne peut pas être coupé. Donc ces petits corpuscules insécables voltigent à travers l'univers, se rencontrent, s'accrochent les uns aux autres. Ils s'accrochent en fait avec justement des petits crochets, d'où l'expression des atomes crochus. Mais donc il n'y a pas un Dieu originel qui a modelé la glaise pour faire l'homme ou qui a vraiment créé le monde. Le monde est le résultat du hasard, de la contingence, des rencontres plus ou moins aléatoires des particules. Donc ça, bien sûr, ça va poser grand problème aux philosophes et aux théologiens en particulier dans le christianisme, puisque le christianisme suppose justement qu'il y a un Dieu créateur, qu'il y a un destin, qu'il y a une providence, qu'il y a également une âme. Donc bien sûr, les idées de Démocrite, de Leucippe et d'Épicure, puisque Épicure va reprendre le système des atomes, ces idées-là vont être totalement incompatibles avec le dogme chrétien. D'autant plus que Épicure va se traîner une réputation de débauche, de luxure, pas tout à fait méritée, puisqu'il vivait quand même d'une façon assez ascétique, mais en disant que le bonheur peut être atteint sur terre par le plaisir des sens. Bien sûr, ça ne va pas du tout avec les injonctions à l'ascèse chrétienne. Comment est-ce que ce débat autour de l'atome va ressurgir ensuite, notamment au XVIIIe siècle, dans le milieu protestant en Suisse ? On retrouve Adrien Miqueux. L'atomisme va revenir de manière périodique dans l'histoire des sciences. On a tout un courant d'atomistes à ce qu'on appelle au moment de la révolution scientifique, donc avec Galilée, avec Newton, qui voit dans cette théorie une façon de décrire l'univers de manière mathématique et matérialiste. Le problème, bien sûr, comme on l'a dit, c'est qu'il y a une contradiction, il y a une tension avec le dogme chrétien, et donc il faut trouver des accommodements, des aménagements. Il y a une tension encore plus vive avec un certain dogme catholique, sur lequel je ne vais pas m'étendre, qui s'appelle la transsubstantiation, qui est en fait la question de qu'est-ce qui se passe au moment de l'Eucharistie, au moment où le prêtre dit « ceci est mon corps », quand il répète les paroles du Christ. La vision catholique de ce phénomène est complètement incompatible avec l'atomisme. En revanche, les protestants sont en désaccord avec les catholiques sur cette question dogmatique, et donc du coup ils vont voir dans l'atomisme un outil, une façon de à la fois combattre les catholiques sur le terrain du dogme et en même temps avoir un outil de description de la nature. Et c'est ainsi qu'on retrouve de manière un petit peu étrange une concentration exceptionnelle d'atomistes à Genève au XVIIIe siècle,
avec des noms comme Georges-Louis Lesage, Gabriel Cramer, Jean-André Deluc, etc., qui sont vraiment ces savants genevois totalement inscrits dans le protestantisme, puisque Genève c'est la cité de Calvin, c'est là où le protestantisme, le calvinisme s'exerce de manière assez totale sur la ville, sur ses habitants. Et c'est ce que j'essaie de montrer dans ma thèse, ce calvinisme va produire une certaine façon de penser, à la fois une certaine façon de penser la matière, mais également une certaine façon de penser la relation entre Dieu et sa création, qui va provoquer, qui va favoriser un attrait pour l'atomisme. Parmi ces scientifiques genevois cités par Adrien Miqueux figure un certain Georges-Louis Lesage, auquel Jean-François Bert, directeur de thèse d'Adrien Miqueux, a consacré un livre qui vient de paraître en format poche aux éditions Anamosa, titré « Comment pense un savant ?» Il faut dire que ce scientifique-là n'est pas des plus banals. Georges-Louis Lesage est en effet un spécimen assez intéressant et particulier, marginal, et en même temps pas si marginal dans l'histoire des sciences. Alors on le connaît en particulier pour sa méthode de travail un petit peu singulière, qui est de noter toutes ses pensées, toutes ses idées sur le dos de cartes à jouer. Parce qu'à l'époque, le dos des cartes à jouer est blanc, donc on peut écrire dessus. Et Genève venait à cette période d'interdire les jeux d'argent et les jeux de cartes. On est dans l'ascèse calviniste. Et donc il y a des grandes quantités de cartes au rebut que Lesage va acheter et sur lesquelles il va en fait noter toutes ses pensées. C'est l'ancêtre du post-it ou de l'affiche. Et puis il se dit c'est pratique, on peut les classer, on peut les ranger par petits paquets, et ces paquets on les range par plus grands paquets, et eux-mêmes par boîte, etc. Alors bien sûr c'est un système un petit peu impossible, il va écrire je crois environ 35 000 cartes qui sont toutes conservées à l'université de Genève et que mon directeur de thèse Jean-François Bert a lu dans son intégralité, 2 fois. Donc Lesage est particulier puisqu'il va donc se lancer dans ce procédé de fichage complètement impossible qui va faire qu'en fait il va jamais finaliser un livre. Au final il va passer son temps à classer ses fiches, à en écrire davantage et il va jamais tout à fait réussir à fixer ses idées, en particulier sur l'atome. Alors effectivement pourquoi il nous intéresse dans cette histoire de l'atome, c'est qu'il va concevoir une explication corpusculaire de la gravitation. C'est en fait le grand défi à ce moment-là. Newton a formulé sa loi de la gravitation universelle qui dit tous les corps s'attirent à distance selon une certaine formule. Le problème, c'est que là, il parle de forces qui traversent l'espace, qui traversent le vide, et il n'y en a pas d'action matérielle, d'action de contact. Et jusqu'à la fin du XVIIe siècle, on aime bien avoir un contact, avoir quelque chose. C'est l'héritage de Descartes. Et beaucoup de savants ne sont pas du tout satisfaits par cette façon de présenter la gravitation. Ils parlent de forces occultes. Et ce qui veut bien dire ce que ça veut dire, c'est qu'on a ces forces bizarres. Puis ils disent, finalement, si abandonner Aristote et ces forces occultes nous ramènent finalement à d'autres forces occultes, ça vaut pas vraiment le coup. Et donc, Lesage va vouloir trouver une explication de contact, une explication matérialiste de la gravitation. Et alors, il va imaginer que l'univers est baigné de flux de particules qui traversent l'espace en tous sens et qui viennent bombarder les planètes, les corps. Par différents effets, en fait, les corps sont poussés les uns vers les autres par ces flux de particules. Quelle trace reste-t-il aujourd'hui de cette façon de penser la matière au croisement de la science et de la religion? Adrien Miqueux. Alors c'est clair que le XXe siècle s'est largement sécularisé dans la société et dans les sciences. On a, la religion intervient beaucoup moins dans la production des sciences. Par contre, on voit encore, si je reste sur la question de la structure de la matière, certains surgissements spiritualistes ou ésotériques autour de la physique quantique. C'est peut-être là où la religion s'est de nouveau investie, en particulier avec les spiritualités orientales. Les premiers savants de la physique quantique, Niels Bohr par exemple, ont été extrêmement attirés par les idées du bouddhisme ou de l'hindouisme parce qu'ils y voyaient justement certaines similarités. J'ai parlé avant peut-être des similarités ou des affinités entre protestantisme et atomisme. On peut trouver des affinités, alors qui sont complètement, ad hoc, ou disons que c'est un peu du hasard qu'il y ait ces affinités.
faut pas supposer forcément qu'il y a une vérité dans le bouddhisme qui veut dire que cette spiritualité-là est plus compatible avec la science qu'une autre. Mais il y a des affinités entre le bouddhisme et la physique quantique qui ont fait qu'un certain nombre de savants se sont tournés vers ces spiritualités-là et ont essayé de faire concorder physique quantique et spiritualité orientale. Et quid alors de la particule de Dieu, cette expression que vous avez peut-être déjà entendue, et qui est une appellation un peu impropre du boson de Higgs, et qui est une appellation en fait uniquement médiatique, mais qui est intéressante parce qu'elle montre bien l'intérêt qu'il y a à croiser ces questions de religion et de science autour de la question de la structure de la matière, autour des particules élémentaires. Alors c'est une appellation impropre parce qu'elle vient en fait du titre d'un livre écrit par un physicien qui est d'ailleurs, il me semble, athée, qui s'appelle Léon Lederman, qui avait écrit un livre relatant en fait toute la quête de cette particule, qui est en fait essentielle dans ce qu'on appelle le modèle standard, qui permet d'unifier l'ensemble du tableau des particules en leur donnant leur masse. Léon Lederman avait projeté d'intituler son livre The Goddamned Particle, en disant cette satanée particule, parce qu'on n'arrivait pas à la trouver, on dépensait beaucoup d'argent et puis on la trouvait pas. L'éditeur trouvait que c'était un peu vulgaire, God damn. Il avait suggéré du coup d'enlever le damn et juste de garder God, donc de God particle. Et en plus c'était un peu plus vendeur. C'est devenu donc la particule de Dieu. Les physiciens n'aiment pas du tout cette expression. Peter Higgs, la personne qui a donné son nom à ce boson, n'aime pas du tout non plus cette expression. Mais elle traduit en tout cas, il me semble, un intérêt à croiser ces différentes questions. C'était Adrien Miqueux, diplômé de l'EPFL en physique et doctorant en histoire des sciences et des religions à l'université de Lausanne, qui était avec son directeur de thèse Jean-François Bert sur le campus de l'EPFL au printemps 2024 lors d'une rencontre avec le public organisée par le Collège des Humanités. Et si vous souhaitez voir cette rencontre, notez qu'elle a été filmée et qu'elle vous attend sur la chaîne YouTube du Collège des Humanités.